Un compromis est-il possible sur le budget, sur la réforme des retraites? On pose la question dans quelques instants au sénateur socialiste de l'Oise, Alexandre Ouizille. Donald Trump va-t-il réussir à mettre fin à la guerre à Gaza? Celui qui adoptait un langage et des postures guerrières est-il finalement un artisan de la paix? Dans une demi-heure, nous recevrons l'un des éminents spécialistes des États-Unis, Delina Corne, politologue. Et puis à la une de nos régions, on ira en Normandie qui fête le millénaire de Guillaume le Conquérant, l'occasion de promouvoir et de mesurer l'empreinte normande à travers l'Europe. On sera en duplex avec Hervé Morin, le président de la région Normandie. On est ensemble pendant 1h30. Bonjour chez vous. On commence avec les repères de l'actualité. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis. Ravi également à la une de ce vendredi 10 octobre. Robert Badinter est entré au Panthéon. Voilà, c'est une cérémonie émouvante qui s'est tenue hier soir à Paris, 44 ans après la loi de l'abolition de la peine de mort. L'ancien ministre de la Justice est entré hier au Panthéon. Nous continuerons de porter le combat contre la peine de mort jusqu'à l'abolition universelle, a déclaré Emmanuel Macron. Écoutez le président de la République hier. Robert Badinter entre au Panthéon avec les principes de l'état de droit, une certaine idée de l'homme, inséparable de l'idéal républicain. Quentin, aura-t-on un Premier ministre d'ici ce soir? C'est toute la question, Oriane. Effectivement, alors que l'Élysée a annoncé ce matin de nouvelles consultations avec toutes les formations politiques hors RN et hors LFI cet après-midi à l'Élysée, Emmanuel Macron qui pourrait mettre fin au suspense ce soir avec peut-être, a priori, la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'alerte de la Cour des comptes sur le budget. Petit avertissement sur ce que pourra faire le prochain Premier ministre. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a prévenu que le projet de loi de finances déposé par le gouvernement ne pourrait pas être différent de celui sur lequel le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis hier. Au cœur du sujet, la hauteur de l'effort présenté dans ce projet de loi de finances et cette question, quel déficit visera le prochain locataire de Matignon? Le gouvernement israélien approuve l'accord de libération des otages. Effectivement, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a approuvé cette nuit la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages. 24 heures après des négociations fructueuses entre Israël et le Hamas en Égypte, la libération des otages devrait mettre fin à la guerre, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar. On attend maintenant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, puis l'armée israélienne se retirera d'une partie de la zone où elle est déployée à Gaza. Emmanuel Macron qui recevait hier de nombreux représentants internationaux. Il a plaidé en faveur de l'unité de Gaza et de la Cisjordanie. Écoutez le président de la République à propos de l'accord signé en Égypte. Cette nuit, un accord historique a été conclu à Sharm el-Cheikh et je tiens ici à féliciter le président Trump pour son engagement personnel, l'émir du Qatar et le premier ministre Cheikh Mohammed et son équipe de négociation, le président Sisi et le président Erdogan pour leur contribution cruciale à cet accord. Une nouvelle attaque russe cette nuit à Kiev. Oui, la capitale ukrainienne a une nouvelle fois été la cible d'une attaque russe d'ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi qui a provoqué même une coupure de courant dans tout le secteur est de la ville. Des attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes. L'objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens, a dénoncé mercredi Volodymyr Zelensky. Oriane. Merci Quentin. Bonjour Alexandre Ouizille. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise. On va évidemment longuement revenir sur la crise politique, mais d'abord, on va regarder 3 unes de la presse régionale qu'on a sélectionnées. On les regarde ensemble. D'abord, c'est la une de la Voix du Nord. Une voix porteuse des idéaux de la France. Et cette photo de Robert Badinter et les mots d'Emmanuel Macron hier soir lors de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. La deuxième une, c'est celle du bien public. Un espoir historique pour le Proche-Orient. Israël et le Hamas qui ont signé hier la première phase d'un accord sur le cessez-le-feu à Gaza, une libération d'otages après de fortes pressions de Donald Trump. Et puis la dernière une, c'est celle de la République du Centre. Autre sujet, médecin à la campagne, opération Reconquête. Consulter un généraliste dans un délai bref ou prendre rendez-vous chez un spécialiste devient de plus en plus compliqué, d'autant plus dans les zones rurales qui souffrent du manque de professionnels de santé. Quelle une avez-vous envie de commenter ? Bon, les 3 unes sont extrêmement importantes et revêtent des enjeux particulièrement centraux pour notre pays. C'est vrai que moi j'étais hier à la cérémonie d'hommage à Robert Badinter. Et en tant que socialiste aussi, évidemment, je trouve que c'était un hommage absolument sublime, magnifique, qui a retracé
la vie et les combats de Robert Badinter, contre la peine de mort en France, puis pour l'abolition universelle de la peine de mort, contre aussi ce qui a été moins été dit hier, vous savez, ces juridictions d'exception, notamment Cour de sûreté de l'État qu'il a contribué à supprimer, pour aussi l'abrogation de la dépénalisation de l'homosexualité qui était ce vestige honteux de Vichy qui était encore dans nos lois en 1982. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle cérémonie, avec un grand républicain, des mots très justes du président de la République, je dois dire. J'ai trouvé que le discours aussi revenait sur le combat contre l'antisémitisme dans notre pays, qui est toujours vivace, et en comparant les années 20, qui étaient les années de naissance de Robert Badinter, et nos années 20, qui sont aussi des années de résurgence de l'antisémitisme dans notre pays. Et donc j'ai trouvé que c'était en effet vraiment une très belle cérémonie. Emmanuel Macron qui a promis de porter le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort et de prolonger ainsi le combat de Robert Badinter. C'est vrai que c'est la position du Quai d'Orsay depuis toujours et de la diplomatie, enfin depuis toujours. En tout cas depuis l'abolition, le Quai d'Orsay et Emmanuel Macron le prolonge, est en effet engagé dans ce combat diplomatique de la France pour l'abolition universelle de la peine de mort. Et un mot, puisque hier la tombe de Robert Badinter au cimetière a été profanée. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant ça ? Beaucoup de dégoût. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, il y a des gens qui... Ça démontre la modernité de son combat, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens pour rejeter ce combat qu'on pense humaniste et partagé. C'est sûr que, moi, j'ai un père qui a milité dans les combats abolitionnistes et qui me disait toujours avec beaucoup de fierté, la peine de mort est morte de sa belle mort, mais ça n'a pas été pavé de roses. Et d'ailleurs, c'est un débat qui est toujours vivace dans la société. Si on va au bout de la vérité, en effet, c'est quelque chose qui est toujours sulfureux. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs les raisons. Est-ce que c'est pour la peine de mort ? Est-ce que c'est par... Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui les raisons sont connues, je crois pas, à ma connaissance, ou si c'est par antisémitisme. Enfin, on ne sait pas les raisons de tout ça. Toujours est-il qu'évidemment, il y a quelque chose de répugnant le jour où la nation rend hommage à Robert Badinter à venir profaner, évidemment, sa tombe. On va parler de la crise politique et on a appris ce matin qu'Emmanuel Macron avait lancé dans la nuit une invitation aux chefs de parti qu'il va donc recevoir à 14h30 hors LFI et ORN. Alors il l'a lancé à 2h du matin. Oui, j'ai le droit de dormir, c'est pour ça que vous voulez dire, c'est gentil. Voilà, donc il les reçoit à 14h30, sauf le RN, sauf la France Insoumise. On imagine que le Parti Socialiste va y aller. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Ce qu'on attend, c'est ce que nous disons quand même maintenant depuis un certain nombre de temps, c'est de dire que maintenant, il faut changer de moment. Il faut un Premier ministre de gauche qui saura qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui est prêt à des compromis, et d'abord avec des compromis avec ceux avec lesquels le Front républicain s'est formé. À la vérité, où en est-on ? Soit on montre que ce Front républicain que nous avons formé peut fonctionner avec un gouvernement de gauche qui passe un accord de non-censure avec ceux qui ont fait ce Front républicain. Pour vous, c'est la condition, gouvernement de gauche. Soit on donne raison à Marine Le Pen à dire que tout ça ne vaut rien, que donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et dans ce cas-là, c'est paver la route de Marine Le Pen vers l'Élysée. Et évidemment, nous demandons un Premier ministre de gauche, quand même vous le disiez avec une certaine ironie dans la voix tout à l'heure en disant, ou un quatrième Premier ministre du socle commun, ça semble inimaginable, incompréhensible. J'ajoute que les temps ont changé pour le socle commun. Quand je vois, le vice-président des Républicains dire hier soir il préfère voter, que lui voterait RN contre la candidate socialiste en Tarn-et-Garonne s'il était habitant de la circonscription, comment les macronistes peuvent accepter ça ? Ils partagent cette idée-là ? Non, ils la partagent pas. Et d'ailleurs, évidemment, il y a des républicains au Sénat, moi que je croise, qui sont choqués, ici, par la ligne de Bruno Retailleau. Et donc, vous voyez bien que ce socle commun, en fait, il a plus les valeurs communes qui pouvaient, a priori, l'habiter. On voit qu'elles se délitent. Et ça veut dire que vous pourriez trouver des compromis avec le LR, ou vous dites, vu leur position de ces derniers jours, c'est plus possible ? Moi, je dis que les compromis, il faut d'abord les chercher avec ceux qui ont fait Front républicain. Je l'ai toujours dit comme ça. Après, si les LR trouvent que ce qu'on fait est bien, tant mieux. Parce qu'en fait, on en est dans cette situation. Mais il y a quand même quelque chose qui a changé. Pour moi, les LR sont quand même passés de l'autre côté de la barrière, avec ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Et je crois que c'est un fait politique majeur qui a été trop peu souligné. La déclaration de Bruno Retailleau, puis celle de son vice-président, hier, 2 points, ça fait une ligne. Donc je pense que maintenant aussi, moi, j'aimerais savoir si, ici au Sénat, ailleurs dans le pays, il y a des républicains qui vont prendre la parole pour dire qu'ils n'acceptent pas ce qui est en train de se passer au sein de leur parti, cette espèce de renversement d'alliance à mots couverts qui est en train d'avoir lieu, parce que je crois que c'est important aussi pour la suite,
qu'est-ce qui se dessine pour la suite? Est-ce que cette union des droites dont les Zemmouriens rêvent, dont les Marion-Maréchal rêvent, etc., est-ce que ils vont y céder, bradant l'héritage gaulliste, bradant l'héritage chiracien, ou est-ce que ce ne sera pas le cas? Et on voit que la pente est en train de glisser sévèrement et que la dérive est en cours. Est-ce que cet après-midi, il pourrait sortir un accord sur le fond? Est-ce que vous pensez que les socialistes, les écologistes et les communistes pourraient se mettre d'accord avec le socle commun sur un budget, sur la réforme des retraites? On en parlera plus tard. Écoutez, moi je pense que d'abord là, la question et l'urgence, c'est la nomination d'un Premier ministre. Donc pour vous, c'est le qui avant le quoi? C'est-à-dire que si c'est un Premier ministre de gauche, ce sera pas la même qui n'est pas de gauche, ce sera pas la même chose? C'est pas le qui avant le quoi. Nous en discuterons en Bureau national. Permettez que là, pour l'instant, nous, ce que nous revendiquons, c'est le changement. D'accord? Donc nous, on essaie de faire concilier deux exigences, la stabilité du pays et le changement. Pour le changement, il faut un Premier ministre de gauche. Pour la stabilité, il faut trouver l'accord de non-censure avec ceux qui ont fait Front républicain. Donc c'est ça que il peut très bien avoir un budget de compromis, pas forcément porté par un Premier ministre de gauche. Si vous tombez d'accord sur le budget. Nous, en tout cas, on y regardera. On y regardera et c'est une décision qu'on devra prendre ensemble. Parce que si vous voulez, la surdité d'Emmanuel Macron à l'aspiration au changement du pays, ce n'est pas non plus un petit sujet. Donc on y regardera ensemble, collectivement, entre socialistes en Bureau national. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il y avait eu quelques changements qui étaient importants. La suspension de la réforme de retraite, Olivier Faure l'a dit. Est-ce que c'est un enfumage ou est-ce que ils y sont prêts? Le changement de trajectoire budgétaire, ce n'est pas un petit sujet. Ça permet d'éviter beaucoup du musée des horreurs qui avait été présenté par François Bayrou, puisque ça permet de ralentir le rythme de consolidation, d'éviter la crise pour les entreprises, d'éviter la crise aussi d'une augmentation du chômage par une consolidation trop brutale. Donc tout ça, nous y regardons. Mais est-ce que Sébastien Lecornu a raison quand il dit que, à l'issue de ces consultations, il a trouvé qu'il y avait une majorité absolue contre la dissolution? En fait, moi, je trouve que la formule est rapide. Si c'est pour faire le plan Bayrou, il y aura dissolution. C'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une majorité de gens qui sont prêts à travailler, mais nous avons toujours dit le fond. Ouais. Mais ça se jouera au Parlement. Vous avez Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, ce matin, il dit dans les délais impartis, c'est impossible de présenter un autre budget que celui qui a été présenté hier au Conseil des finances publiques. La copie de base, elle peut pas être différente. Non, mais que la copie de base, elle soit, que le texte présenté, ce soit une chose. Après, vous savez bien, vous connaissez le processus parlementaire. Il y a des amendements gouvernementaux, puis il y a des amendements tout court. Les amendements gouvernementaux ne sont soumis à aucun gage, il n'y a aucun problème constitutionnel. Donc en fait, la question, c'est l'accord politique. Et donc la question, c'est pas ce qui a été déposé et analysé par le Haut Conseil des finances publiques, c'est l'accord politique que nous pourrions conduire si nous étions au gouvernement sur le budget. C'est ça qui compte. Et donc ça se construit. En revanche, dans le temps qui vient et jusque dans la discussion parlementaire, peut-être. Mais moi, je crois que pour le coup, il ne peut pas y avoir rien dans une déclaration de politique générale de qui que ce soit. C'est-à-dire que si il faut que nous montrions aussi ce que nous voulons faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On va pas s'en tenir à une copie déposée en urgence parce qu'il faut tenir des délais constitutionnels alors qu'il y a une crise ouverte dans le pays depuis une semaine. Il faut aller au fond des dossiers. L'autre clé du débat, c'est la réforme des retraites. La gauche demande une suspension de la réforme Borne, qui n'y est elle-même pas opposée, mais sans l'accord d'une partie de son camp et encore moins de la droite. C'est votre éclairage. Quentin, qu'est-ce qu'une suspension de la réforme des retraites signifierait exactement? Alors déjà, rappelez que la réforme portée par Elisabeth Borne a repoussé l'âge de départ à la retraite depuis le 1er septembre 2023. L'âge légal de départ en France est passé de 62 à 64 ans, mais pas pour tout le monde, uniquement pour les personnes nées à partir de 1968. La réforme était progressive pour ne pas être un coup près pour les personnes se rapprochant de la fin de leur carrière professionnelle. Ainsi, pour les personnes nées avant 1968, la réforme se faisait par étapes. Les salariés nés en 1962 doivent aller jusqu'à 62 ans et 6 mois pour partir avec un taux plein. Ceux nés en 63 jusqu'à 62 ans et 9 mois. Ceux nés à partir de 64, l'âge serait de 63 ans. S'il devait y avoir une suspension de la réforme Borne, on s'arrêterait a priori à cette étape. Suspendre, ça voudrait dire que les personnes nées à partir du 1er janvier 1964 partiraient à 63 ans, expliquait une experte mercredi dans Les Échos. Selon le syndicat de la CFDT, pas moins de 600 000 personnes seraient concernées et pourraient ainsi partir plus tôt. Attention, hein, on a bien dit, cela ne signifie pas un retour en arrière et un retour à l'âge de 62 ans. On s'arrêterait simplement là où la réforme en était. Alors, combien coûterait une telle suspension ?
Le coût de ce changement s'élèverait à pas moins de 3 milliards d'euros en 2027, a dit Sébastien Lecornu. La Cour des comptes avait travaillé sur une suspension à 63 ans. Au moment où vous vous rappelez de l'ouverture du conclave, la Cour parlait d'un coût de 13 milliards d'euros par an pour les finances publiques en 2035, avec en fait une double dégradation selon la Cour des comptes sur le régime des retraites à hauteur de 5,8 milliards d'euros et également une perte additionnelle de recettes publiques de 7,2 milliards en raison des carrières plus courtes qui provoquaient donc des recettes fiscales plus faibles. À plus court terme, un arrêt de la réforme coûterait entre 500 et 600 millions d'euros dès la première année, a dit cette semaine le sénateur Alain Milon, interrogé par publicsénat.fr. Alexandre Ouzille, on a lu les inquiétudes de la droite, de l'échiquier politique sur les conséquences sur les finances publiques de cette suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous reconnaissez que cette suspension a des conséquences très lourdes pour les caisses de la sécurité sociale? Écoutez, en fait, déjà, revenons à la réforme Borne. Pourquoi nous la contestons? Nous la contestons parce qu'elle est profondément injuste. Elle fait peser sur tous ceux qui ont commencé à bosser tôt l'effort sur les retraites. Moi, par exemple, qui ai fait des études jusqu'à 24-25 ans, 25 plus 42, ça fait 67. Donc, je suis absolument pas concerné. Tous les cadres sup, tous ceux qui ont fait des études supérieures, ils sont pas concernés et on faisait porter tout l'effort sur ceux qui ont commencé à bosser tôt avec la mesure d'âge. Donc nous y sommes opposés. Je note quand même au passage que nous demandons notre position à nous, c'est l'abrogation de la réforme Borne. Vous voyez, nous on veut revenir à 62 ans. Mais parce qu'on est prêt à faire un compromis politique, je veux dire la suspension, c'est déjà pour nous un compromis politique. Donc c'est déjà, j'aimerais quand même que les gens le comprennent bien. C'est pas notre position. Nuancez déjà votre position en disant suspension et pas abrogation. Non mais exactement, c'est-à-dire que lorsque nous avons en janvier dernier discuté ce point, la suspension c'était déjà un point milieu. Donc si vous voulez, c'est le premier point. On reporte à 2027 le débat de fond sur ce qu'il faudra faire avec la retraite. Si on suspend. En fait, si vous voulez, il y a quoi? Il y a le problème d'une réparation démocratique de ce qui s'est passé. Il y a des milliers de gens, des centaines de milliers, des millions de gens qui ont posé des journées de grève et qui ont vu une réforme s'imposer dans la brutalité d'un 49-3. Ce débat, je discutais avec Frédéric Dabi de ça. Il était étonné de me dire que c'est une des seules réformes pour laquelle, au cours du temps, la colère ne faiblit pas, l'opposition ne faiblit pas, parce qu'aussi les conditions d'adoption ont compté. Donc, ça, c'est les raisons politiques. Maintenant, vous êtes un parti de gouvernement. Est-ce que vous pouvez financer une telle suspension et à terme une abrogation? On disait 13 milliards d'euros par an en 2035. Non mais attendez, 13 milliards. Après, la question, c'est pas est-ce que le régime de réforme des retraites, il faut pas travailler avec les partenaires sociaux, avoir sa pérennité à long terme avec une autre potentielle réforme des retraites. Mais 3 milliards d'euros en 2027, rendez-vous compte, on vient de dire déjà que la trajectoire a été modifiée. La modification de la trajectoire, c'est 10 milliards d'euros. Donc il y a la place. Évidemment qu'il y a la place pour cette réparation démocratique et la suspension. C'est un choix politique. Et je reprends les mots du président du groupe socialiste, Boris Vallaud. Il faut que les macronistes comprennent qu'évidemment, un compromis, ça va leur faire mal. Il faut qu'ils renoncent à une partie de leur politique économique. D'une mesure. Non, mais c'est pas le scalp, c'est pas une question de scalp, c'est une question que s'ils croient que il y a des accords de non-censure qui sont possibles d'un côté ou de l'autre sans qu'il y ait un changement de politique économique, ils se fourvoient complètement. Évidemment qu'il faut un changement de politique économique et évidemment que la réforme des retraites, qui a été l'un des plus grands mouvements sociaux de ce pays depuis très longtemps, elle rentre dans l'équation. Merci Quentin, on continue, évidemment on va voir l'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Montluçon, dans l'Allier, où on retrouve Julien Pépineau, responsable de l'agence de la montagne à Montluçon. Julien, on va parler d'un autre sujet avec vous. Cette semaine, il y a le sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, il s'achève aujourd'hui et c'est un peu comme le salon de l'agriculture, c'est un événement qui attire beaucoup de politiques. Oui, effectivement, puisque c'est devenu le deuxième événement pour la profession qui attire donc son lot de personnalités politiques. Ma question du coup est comment trouver le bon équilibre entre préoccupation des agriculteurs qui ressortent lors de ces rendez-vous et puis une actualité nationale qui est celle qu'on connaît et qui est forcément sujet à de nombreuses questions. Et Julien, justement, vous avez une question. Oui, tout à fait. C'est comment trouver l'équilibre entre l'actualité nationale riche et donc aussi les questions des agriculteurs qui surgissent lors de cette occasion. Oui, peut-être pour répondre à Julien, évidemment que on a un sujet, c'est-à-dire que quand vous avez pas de gouvernement, quand vous avez un ministre de l'Agriculture démissionnaire, quand le système est largement bloqué, c'est difficile d'apporter les réponses.
Moi, ce que je peux dire, mais c'est une réponse évidemment de portée générale sur ce que nous portons, c'est que on peut et on doit demander de la qualité à nos agriculteurs, et notamment sur l'élevage, sur les conditions de l'alimentation, mais que, en revanche, on ne peut le faire qu'en n'acceptant pas des accords commerciaux internationaux qui les mettent en concurrence avec des gens qui ont des pratiques que nous ne tolérons pas nous-mêmes. Donc, à la vérité, et ça renvoie à ce qui a pu se passer sur les quotas de bœuf, pour le CETA, enfin ce qui a pu se passer sur tout un tas de choses que nous avons acceptées. À la vérité, c'est si nous demandons aux agriculteurs de faire de la qualité, nous ne pourrons pas les mettre en concurrence avec des pays qui n'en font pas. Ça, c'est le fondement, nous, de ce que nous pensons sur les questions agricoles. Mais par exemple, sur le Mercosur, Emmanuel Macron, il est opposé au traité tel qu'il est prévu à l'heure actuelle. Pourtant, il risque de rentrer en vigueur. C'est-à-dire que la France, elle perd cette bataille. Mais attendons de... Enfin, s'il est vraiment... Alors déjà, il n'était pas opposé. Je vous rappelle le débat que nous avons eu dans l'hémicycle sur ce qu'a pu être le CETA, etc., entre les uns et les autres. Mais surtout sur le Mercosur, s'il y est opposé, qu'il fasse ratifier le Parlement, que le Parlement est contre. Mais la Commission européenne a scindé le texte en deux pour pouvoir échapper justement à cette ratification par le Parlement. Et vous avez raison, il y a une bataille qui se mène au niveau national et il y a une bataille qui se mène au niveau européen. Il y a deux batailles qui se mènent en même temps. Un dernier mot juste sur la crise politique. Est-ce que vous attendez une prise de parole d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il doit s'exprimer ? C'est évident quand même. Je veux dire, la Constitution fait du président de la République, c'est l'article 6 de notre Constitution, le garant des institutions. Les institutions sont en train de dysfonctionner gravement. Il en est le garant. Donc évidemment qu'il faut qu'il s'exprime. C'est attendu de lui. Et c'est même honnêtement assez étrange qu'une crise ouverte depuis 72 heures maintenant, le président ne se soit pas encore exprimé. Donc évidemment qu'il faut que le président de la République s'exprime. Merci Julien, merci d'avoir été avec nous. La une de la montagne, c'est le sommet de l'élevage. Le cheval prend les rênes. C'est à la une de votre journal. Alexandre Huizy, ce 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et ce qui était, il y a encore peu de temps, un tabou, l'est de moins en moins, le burn-out chez les élus locaux. Et c'est l'une des premières à avoir brisé ce tabou de la santé mentale. Des élus, c'est la maire d'Aubervilliers, Karine Franclay. Elle s'était mise en retrait pendant plusieurs mois après un burn-out. On l'écoute. Je pense que c'était en juin 2024 où un matin j'étais plus capable de marcher. J'arrivais plus à me lever, tout paraissait insurmontable, que ce soit les petites choses du quotidien. Il y a des fois j'arrivais plus à venir à la mairie. Enfin c'était trop. C'était trop. Puis j'étais dans le déni. Enfin, j'étais toujours dans le même mécanisme de, c'est un coup de mou, je suis fatiguée, ça va passer. Et puis, voilà, quand on se repose un petit peu, et puis ça repart. Ça repart. Voilà, c'est pas reparti. Voilà, cette interview, elle est retrouvée dans le reportage de Jérôme Rabier, maire au bord de la crise de nerfs. Il est diffusé cet après-midi à 16h30 sur notre antenne. Et on va justement poursuivre sur ce sujet. On va en Gironde. Bonjour Stéphane Delpera. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de Saint-Médard-en-Jalles. C'est dans la métropole bordelaise. On vient d'entendre la maire d'Aubervilliers raconter ce qu'elle a vécu, raconter son burn-out. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi vécu, vous, ou des maires qui vous entourent en Gironde? Il y a un sentiment de lassitude, c'est évident. On a plus de 1500 démissions de maires depuis les dernières élections. On a des agressions en forte progression, plus 30% l'an dernier, 3000 agressions. Et on sent bien que la colère qui existe dans le pays, le malaise qui existe dans le pays, eh bien, il se tourne aussi en partie vers les maires. Il y a également le phénomène des réseaux sociaux. De plus en plus de maires sont prises à partie en permanence, insultées, calomniées, menacées. Et donc, il est évident que si on ajoute à cela une situation nationale très compliquée, sans visibilité, une réduction forte des moyens des collectivités territoriales suite aux réformes de ces dernières années, la complexité, la lourdeur des procédures auxquelles nous sommes tous les jours confrontés, l'impatience de nos concitoyens, bien oui, c'est certain qu'il y a une certaine lassitude. Les études ont montré que 60% des maires actuellement en fonction avaient songé à un moment ou à un autre à démissionner. Donc on voit bien que la situation s'est quand même sérieusement aggravée.
Ouais, je vous redonne la parole évidemment Stéphane Del Perra, mais réagir Alexandre Ouizy à ce que vous venez de dire. Ces difficultés croissantes pour les élus locaux, Stéphane Del Perra le disait, il y a la question des réseaux sociaux qui aggrave la question de la santé mentale des élus, puis il y a la crise politique, il y a le manque de moyens, il y a les exigences des habitants. Oui, c'est vrai que moi je me balade évidemment, j'ai près de 700 communes dans l'Oise, donc je vois les élus locaux et quand même aussi beaucoup les élus des petites communes. En fait, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un maire d'une petite commune ? C'est quelques adjoints, une secrétaire de mairie et la préfecture qui vous envoie des listes de courses à l'infini à faire. Donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'actifs dans les conseils municipaux. Il y a beaucoup de jeunes retraités qui continuent leur engagement comme cela, parce que c'est une telle charge qui vient en plus que c'est très difficile à concilier avec la vie. Donc ça, on le voit très nettement. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire du point de vue de la santé des élus. Il y a aussi peut-être du côté de l'État une forme de débureaucratisation. Je donne un exemple juste pour plaisanter, mais qui pour moi est significatif. Lors des dernières élections sénatoriales, les petites communes doivent élire un grand électeur ou parfois 3 grands électeurs. Pour élire un grand électeur, il y a eu un document de 120 pages qui a été envoyé par la préfecture, alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un conseil qui se réunit, il lève la main, il dit tu peux y aller, tu peux pas. C'est ça la réalité. Et vous aviez 90 pages de documents pour vous expliquer comment vous envoyez un grand électeur pour voter au sénatorial. C'est un micro-exemple, mais c'est un exemple qui est révélateur aussi de l'impression de il faut bien faire. En même temps, pour bien faire, c'est compliqué parce il y a une surabondance aussi qui arrive à tout niveau. Il y a des demandes de subventions à faire avec un nombre très éclaté d'acteurs, donc la région, le département, l'État. Bref, c'est compliqué d'être un élu local aujourd'hui. Et puis il y a en effet, ce qui remonte beaucoup aussi chez nous, c'est parfois la virulence de certains, le fait d'interpeller avec violence des élus sur les réseaux sociaux, alors qu'on peut aller voir le maire en mairie, c'est quand même toujours plus sympathique. Donc vous voyez, il y a tout ça en effet qui rentre en compte, et c'est vrai qu'on le ressent. Après, il y a quand même beaucoup de gens vaillants et qui adorent leur mandat. Je veux quand même pas non plus noircir le tableau, et Stéphane, j'en suis sûr, en est un. Voilà, donc je veux dire, il y a aussi cette joie de l'exercice du mandat, de faire des choses, d'ouvrir une école, de refaire une classe, voilà, il y a tout ça aussi qui est en ligne de compte. Et les maires, ils agissent aussi pour la santé mentale de leurs habitants. C'est votre cas, Stéphane Del Perra. Vous, en tant que maire, comment vous prenez en compte la santé mentale de vos habitants et quelles actions vous menez pour l'améliorer ? C'est un problème de santé publique majeur aujourd'hui. Et en effet, je rejoins Alexandre. On a, nous, élus, beaucoup de satisfaction, donc on n'est pas les plus à plaindre, mais en revanche, je pense aux mères solo, aux horaires décalés, je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, je pense à tous ceux qui travaillent dans des conditions difficiles aujourd'hui dans leurs entreprises, dans les services publics, les policiers qui sont souvent agressés. Bref, il est évident que nous devons prendre en charge cette question. Il y a malheureusement une explosion des tentatives de suicide chez les jeunes, et notamment les jeunes femmes. Moi, j'ai discuté avec l'hôpital de Bordeaux, avec lesquels nous avons un partenariat. Il y a eu 37% de hausse des demandes d'hospitalisation depuis le Covid. Donc nous, on a pris le problème à bras-le-corps. On a un partenariat avec Cynthia Fleury, qui est une spécialiste de ces questions sur le prendre soin. On a créé un centre municipal de santé avec des médecins salariés de la ville, une psychologue, une infirmière psychiatrique en soins avancés, un partenariat avec l'hôpital Charles Perrins où nous accueillons des psychiatres et des infirmiers. Et puis un climat de soins dans la ville, c'est aussi une ambiance. Notre société, elle est sous tension, elle est brutalisée en permanence par le système économique qui impose une pression forte aux salariés dans les entreprises, dans les services publics où les moyens se réduisent, et puis une espèce de manque de perspective, d'avenir, de confiance qui fait que les gens sont stressés, en colère et ont tendance à multiplier les agressions entre eux. Et donc il faut vraiment que nous, élus locaux, nous arrivions à faire baisser la tension. Nous sommes en première ligne, mais il faut que l'État nous accompagne. Il y a beaucoup d'annonces de com autour des journées mondiales, des grandes causes nationales, mais la réalité, c'est que les moyens de l'État ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui, et que malheureusement, si on entend ce que dit l'ancien gouvernement démissionnaire sur ces questions, on n'est pas sorti de l'auberge.
Alexandre Vizy. Non, mais moi je m'inscris exactement dans ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, à Clermont, dans l'Oise, nous avons à Clermont-de-l'Oise un grand CHI, donc en effet un hôpital qui traite des questions psychiatriques. Et ce que décrit Stéphane est très juste, c'est-à-dire qu'il y a quand même globalement une augmentation de la pression, une fatigue d'être soi liée à une culture d'entreprise qui se durcit. Donc tout ça, on le constate aussi, et je vois que le fait que les élus locaux s'en saisissent me semble en effet tout à fait déterminant, et je savais que Stéphane faisait tout ça, et je trouve que c'est extrêmement important. Merci Stéphane Delpera, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Maire PS de Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandre Vizy pour cette première demi-heure.